vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous n'avons d'autre choix que de nous informer pour mieux agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. On a consacré plusieurs émissions depuis cet été à la notion de production d'ignorance appliquée au domaine du nucléaire en s'appuyant sur le contexte de la catastrophe de Fukushima. On a beaucoup parlé de cogestion et du rôle de la participation citoyenne, je mets ça entre guillemets, dans la volonté des autorités d'un retour à la normale, d'une banalisation des conséquences de la catastrophe nucléaire. Alors aujourd'hui, on va reparler du projet de barrage de Sivens dans le Tarn et de la mise en place qui est en cours par les autorités d'un projet de territoire. Je mets tout ça entre guillemets parce que tous ces mots mériteraient qu'on en parle pendant des heures. Demande de projet qui a été initié par... cette démarche a été initiée par Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, au lendemain de la mort de Rémi Fraisse à l'automne 2014. A priori, aucun rapport avec le nucléaire. En fait, on va voir comment les mêmes notions, les mêmes méthodes et les mêmes acteurs sont à l'œuvre dans l'élaboration de ce projet que pour la réhabilitation, entre guillemets, des territoires contaminés par la radioactivité. On va aussi essayer de comprendre comment, au fil de l'évolution de la contestation à Sivens et des réponses de l'État, la démarche de participation citoyenne qui a pris le pas, enfin semble avoir aujourd'hui pris le pas dans la lutte contre le projet de barrage. Alors pour préparer cette émission, on s'est largement basé sur deux textes. Le premier contesté ou co-géré sur l'histoire de la lutte à Sivens, et le deuxième texte, après les pyromanes, les pompiers, avec un point d'interrogation, les dessous du projet de territoire de Sivens. Alors on a avec nous au téléphone un des opposants au barrage, qui est habitant du Tarn et qui a contribué à l'écriture de ces textes pour discuter avec nous de tout ça. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Galère, et si tu veux, on va entrer directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas trop de temps et que le sujet est vaste. Donc, est-ce qu'on peut commencer par un bref historique de ce projet d'aménagement, projet de barrage, parce qu'on verra que c'est pas tout à fait pareil. Ça date des années 70, cette histoire-là, en fait. Oui, depuis les années 70, il y avait une volonté en fait d'aménager ce territoire, c'est-à-dire avec soit des complexes touristiques, un héliport, ensuite effectivement un projet de barrage, mais effectivement à l'époque il y avait des paysans qui s'organisaient en association pour s'opposer aux travaux. Voilà, ils refusaient que les aménageurs ou les bureaux d'études viennent sur leur terrain pour réaliser les études préalables aux travaux, et donc en fait à plusieurs reprises il y a eu des projets dans les clous, mais ça s'est revenu de manière sérieuse, effectivement, que plus récemment, à partir de 2013, où il y a eu un projet de barrage à destination de l'irrigation agricole qui s'est de nouveau pointé. D'accord. Et ça, c'était un projet du Conseil général du Tarn, c'est ça ? Oui, tout à fait, et avec pour maître d'ouvrage une entreprise mixte public-privé, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.
Bien, alors 2013, donc le projet de barrage, il est approuvé par le Conseil général et ça va pas se passer tout à fait comme il voulait, en fait, parce que, Voilà. parce que sur place, l'opposition, peut-être qui était là depuis les années 70, en fait, elle est toujours là. Oui, oui, en partie non, puisque de nombreux paysans sont partis à la retraite et leurs successeurs sont peut-être plus sensibles aux promesses de l'irrigation, de l'agriculture industrielle, et donc en fait on a une contestation qui se renouvelle. Et en fait il y avait eu donc l'opposition était très portée par une association environnementaliste, une association citoyenne, le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testé. Mais ils se sont vite rendus compte, notamment à partir de l'exemple de Fourogue, qui était un autre barrage dans le Tarn, en fait, qui a été construit et déclaré illégal après sa construction et qui maintenant fonctionne aujourd'hui à perte. Ils se sont rendus compte que, en fait, l'opposition purement juridique, purement légaliste, purement basée sur le terrain du droit n'était pas suffisante. Et en fait, suite à des rencontres, suite à des discussions, suite à peut-être en s'inspirant de l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, en fait, il y a eu la volonté en fait de s'opposer physiquement aux travaux sur le terrain avec plusieurs phases d'occupation qui ont tenté de s'opposer, qui ont retardé les travaux, puis qui ont tenté de s'y opposer, et avec une lourde répression, des gros affrontements, Oui, des gens condamnés en justice. on va faire un petit peu le détail de cette lutte parce qu'elle est intéressante dans notre propos pour voir comment ça s'est un petit peu, beaucoup même séparé entre justement les co-gestionnaires et ce que vous appelez dans le texte les contestataires. Il y a au début en fait de la contestation, il y a la création d'un collectif, le collectif du Testé, c'est ça? Le collectif du Testé est donc le collectif environnementaliste qui s'occupait de travaux juridiques, du travaux de contre-information citoyenne, de la relation avec les médias. Et il y a eu en parallèle la création d'un autre collectif qui s'appelait le collectif des Bouilles, tant qu'il y aura des bouilles, et lui qui avait plutôt pour objectif de coordonner la lutte sur le terrain, de favoriser l'occupation du terrain et de s'organiser matériellement contre le barrage, quoi. Il y avait dans le texte, là, vous parlez du choix des termes. C'est assez intéressant, en fait. Les bouilles, c'est quoi par rapport à... c'est quoi ce terme des bouilles? Ouais, ça c'est très intéressant. C'était un terme à la base qui a été repris par une élue, d'ailleurs plutôt pro-barrage, qui disait ben non, c'est n'importe quoi, il y a rien à y faire, c'est bouille, ça vient de l'occitan boyas apparemment, qui veut dire un peu les terres pauvres, les terres voilà, non fertiles, sur lesquelles on peut pas faire grand chose, sur lesquelles on peut pas tirer vraiment de revenus à travers une production agricole. Et donc ça vient vraiment du parler, du patois, quoi, du parler des gens, et donc ça vient un peu d'en bas, c'est un peu un regard qui vient du territoire, et effectivement qui s'oppose un peu au langage très gestionnaire, technicien, de zone humide, puisque en fait zone humide c'est un terme assez récent, quoi, qui a plutôt, voilà, pour sa définition, c'est en fait de caractériser tous les environnements, tous les types d'écosystèmes en fait, et de les recenser et de les caractériser en fonction de leur fonctionnalité, en fait. De les zoner. De les zoner. Donc dès la création là, des deux collectifs, on voit qu'il y a déjà une différence d'approche, c'est pas inintéressant. Donc le terrain, il est occupé pendant quoi, 1 an, c'est ça? Ouais, pas par intermittence, avec des phases d'expulsion, effectivement, oui. Donc des phases... Surtout l'année 2014, quoi, de fin 2013-2014. Et donc les expulsions, elles sont faites par par la gendarmerie, c'est ça, sur la base de quoi, de l'illégalité de l'occupation,
Oui, 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 C'est-à-dire oui. qu'en fait, il faut défricher le terrain, c'est ça? Il Voilà. faut avancer les travaux, donc il y a des gens qui empêchent, quoi. C'est... Puisque en fait, le Conseil général avait signé les déclarations d'intérêt généraux, les déclarations d'utilité publique, qui plus tard ont été soit annulées, soit abrogées, quoi. Et donc effectivement, ils expulsaient. Ouais, après, il y avait aussi des parcelles privées qui étaient occupées, c'est-à-dire des parcelles qui n'appartenaient pas au Conseil général, mais qui appartenaient à des propriétaires privés, un peu dans l'idée de multiplier les stratégies d'occupation, quoi, pour être un peu sur tous les fronts. Donc effectivement, ils étaient en droit légalement d'expulser les occupants. Sauf que, au vu des jugements euh, après, enfin, qui ont été passés, il y a eu le résultat en 2016, je crois, et tout ça était illégal, en fait. Ils n'avaient pas le droit de déforester, si j'ai bien Voilà, compris. effectivement, D'accord. il y avait pas mal d'arrêtés sur la déforestation, les lois européennes sur l'eau, etc., qui étaient, qui n'étaient pas respectées. Bien, donc, donc il déforeste quand même, et j'ai noté là un peu en point que au mois de septembre 2014, donc la déforestation massive commence, hein, et sous haute protection militaire. Ouais, tout à fait. Et que le 8 septembre, il y a une résistance massive à la déforestation, que l'assaut est donné. Donc il y a quand même une montée de la tension, de la violence sur le terrain. Ouais, le 8 septembre, c'était vraiment une journée où plusieurs centaines de personnes étaient venues avec leurs véhicules privés pour s'opposer au passage des machines. Il y avait un ami paysan qui était venu avec ses bœufs. Il y avait plein de gens qui s'étaient enterrés également, de manière un peu dans une idée de résistance active mais non Non violente, violente, quoi, ouais. pour s'opposer au passage des, euh, des gendarmes et des bulldozers. Et effectivement, en fait, tant qu'il y avait les caméras toute la journée, eh bien ça a tenu. Et au départ des caméras, ben voilà, tout le monde a été gazé, piétiné, et les aménageurs sont passés, quoi. Alors, vous dites dans votre texte que, en fait, que en même temps que les tensions montent, enfin que la violence s'installe, quoi, les relations entre les deux principales composantes, hein, qu'on a identifiées tout à l'heure se dégradent. Tu peux nous expliquer ça un petit peu? Eh ben, oui, en fait, il y avait des discussions un peu permanentes, quoi, sur sur les stratégies à adopter. Euh, et un des points de friction, c'était, voilà, par exemple, il y a eu l'idée, en fait, une fois qu'on s'était bien vu impuissant par rapport voilà, aux forces qui étaient en face de nous, il y a eu l'idée de faire un grand rassemblement le 25 octobre 2014, un rassemblement national qui aurait pour but voilà, de faire parler de cette lutte, essayer de réétablir un rapport de force, et donc un rassemblement sur des terrains qui ne nous appartiennent pas par définition sur la ZAD, quoi, sur une zone occupée. Et donc là, effectivement, ça a pas mal frictionné avec la frange, donc le collectif testé, la frange citoyenne, puisqu'en fait, il n'y avait pas spécialement pour volonté de déclarer cette manifestation auprès de la préfecture, c'est-à-dire auprès de ceux qui nous gazaient, qui nous Oui, matraquaient, on peut comprendre, qui oui. nous envoyaient en garde à vue. L'idée, Oui. c'était justement de rétablir un rapport de force avec eux. Et donc, en fait, bon, finalement, les environnementalistes ont tout de même déclaré la manifestation, pour peut-être eux d'ailleurs, pour assurer de la légalité de leur propre présence, ce qui peut s'expliquer par le fait que eux avaient des recours en justice en cours, donc ils n'avaient quand même pas intérêt de se situer hors du terrain du droit par rapport à ces procédures en cours. Mais il y avait effectivement là, il y avait des frictions par rapport
aux stratégies à adopter. Et ensuite, les frictions ont surtout pris une dimension vraiment plus importante après la mort de Rémi Fraisse, en fait. Oui, alors le 26 octobre 2014, il y a l'annonce de la mort de Rémi Fraisse. Vous dites dans le texte qu'il y avait quand même à peu près entre 5000 et 7000 personnes présentes sur le site la veille. C'est énorme. Ouais. Ouais. Et bon, alors après la mort de Rémi Fraisse, il y a deux attitudes en fait opposées là qui se manifestent. Hein. C'est assez. Oui, c'est-à-dire que les personnes plutôt membres du collectif des Bouilles, proches de l'occupation sur le terrain, etc. Eh bien, l'idée c'était plutôt d'appeler à manifester, d'appeler à exprimer dans la rue un peu le mécontentement, la colère, l'indignation, à ne pas forcément chercher à canaliser ou à éteindre les braises d'une colère tout à fait légitime. Et à rappeler en fait que les gendarmes étaient là lors de ce rassemblement alors qu'il n'y avait rien à protéger. Il n'y avait plus de machines sur le chantier, il n'y avait strictement rien à protéger à part un Algeco. Et il est vrai qu'à côté de ça, ça a franchement commencé à se dégrader avec donc les membres du collectif testé, puisque son porte-parole Ben Lefetté, lui, a trouvé bon de condamner en fait la vitrine de banque cassée qu'il y avait eu à Gaillac et les drapeaux français qui avaient été symboliquement brûlés. Il rappelait dans les médias, alors que tout laissait à penser en fait que c'était une grenade offensive qui avait tué Rémi Fraisse, qui a été prouvé par la suite. Oui. Lui s'attelait à dire que pour l'instant rien ne prouvait ça, qu'on n'accusait pas les autorités, alors que ces autorités même laissaient planer le doute et propageaient des thèses farfelues par rapport au fait que Rémi Fraisse aurait pu avoir des cocktails Molotov. Donc les autorités faisaient courir des rumeurs et on va dire que le positionnement du collectif testé était très ambigu à ce moment-là, quoi. Et aussi à Gaillac, donc le lendemain, il y avait une manifestation. Certaines personnes invitées à se diriger vers la gendarmerie pour protester, etc. Et là, donc Ben Lefetté, lui, appelait plutôt à ne rien faire d'irrationnel, à ne pas se laisser déborder par nos émotions et à rentrer chez nous, se coucher en attendant de réfléchir, quoi. Donc des attitudes différentes, effectivement. Ce qui donne lieu là dans votre texte à une conclusion, enfin ou provisoire en tout cas, sur ce qui s'est passé après et qui s'intitule La carotte de la démocratie participative et le bâton des milices fascistoïdes. Donc cette séparation en fait entre deux idées de la lutte différentes, disons ça pour simplifier, mais c'est un peu ça. On peut dire que ça a été immédiatement récupéré par les autorités. Hein. Il y a ceux qui veulent bien participer, puis les méchants qu'on évacue par la force. Hein. Voilà, il y a eu une sorte de jusqu'à présent, il y avait une solidarité jusqu'à octobre 2014, une solidarité dans la lutte, quoi. On va dire que la lutte créait un rapport de force sur le terrain. Qui avait pour objectif de faire bouger les lignes, d'obtenir des choses, par le rapport de force, pouvoir éventuellement négocier. Et ensuite, effectivement, il y a eu sur le terrain, les occupants se sont retrouvés tout à fait isolés. Et à côté de ça, ceux qui faisaient le choix de se faire coopter dans les forums de discussion, eh bien, eux ont joué leurs cartes un peu en solo, voilà, en espérant obtenir des choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt, on attend de voir, mais c'est plutôt infructueux, quoi.
comme stratégie. Alors, le 31 octobre 2014, donc juste après la mort de Rémi Fraisse, Ségolène Royal, donc, qui est ministre de l'écologie, suspend les travaux et propose une réunion d'apaisement, n'est-ce pas, avec tous les acteurs. Voilà, et c'est voilà, qui participe à cette réunion? Eh bien, en fait, plus ou moins les syndicats agricoles, donc le syndicat majoritaire, également la Confédération paysanne, je pense, qui envoie un représentant, le collectif testé, donc les associations environnementalistes, au nom et avec France Nature Environnement, et également les collectivités locales, quoi. Donc en fait, les différents acteurs institutionnels fréquentables qui ont une légitimité aux yeux de l'État dans cette lutte, quoi. Et le porte-parole du collectif testé dit qu'il préconise un vrai dialogue, c'est ce qui ramènerait le calme. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait. Hein. Voilà, oui, c'est ce qu'il voulait, en fait, c'est ce qu'il réclamait depuis le début, quoi. Sauf que là, effectivement, le contexte avait changé. C'était un contexte où le ministère de l'Intérieur, la préfecture du Tarn et les équipes de gendarmerie présentes sur place étaient responsables de la mort de Rémi Fraisse. Et donc, en fait, la question c'était voilà, est-ce qu'on peut négocier la paix alors même que les responsables de la mort d'un homme ne sont pas inquiétés, leur légitimité n'est pas remise en cause, leur responsabilité n'est pas pointée du doigt par la justice, et voilà, on a un peu la formule qui dit voilà, une paix sans justice, et elle n'est pas vraiment satisfaisante, quoi. Bien, on va faire une petite, on va marquer un petit temps d'arrêt. Écoutez Radio Galère au 88.4 FM ou sur www.radiogalère.org. Nous sommes sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, et on parle aujourd'hui, on revient sur la question du barrage de Sivins, et sur plus particulièrement, on va s'intéresser là dans la deuxième partie de notre émission au projet de territoire qui a été mis en place à l'initiative de Ségolène Royal au lendemain de la mort de Rémi Fraisse à l'automne 2014. On est avec un opposant au barrage. Et j'aimerais bien qu'on... Alors, ce projet de territoire, il a fait l'objet déjà d'un audit patrimonial. Alors, je te remercie de nous avoir indiqué le site de la préfecture du Tarn, où on peut consulter tous ces documents qui sont tout à fait intéressants. Est-ce que, rapidement, on peut parler de ce qui ressort de cet audit, en fait? Ouais, alors l'audit, c'est une sorte d'état des lieux, quoi, de la situation... vu des critères de la préfecture du territoire, quoi. Et donc, il s'intéresse aux acteurs du territoire, à des questions techniques liées surtout à la gestion de l'eau. Et en fait, il y a plusieurs choses qu'on a pu un peu remarquer en lisant les synthèses de cet audit. C'est qu'il y a des choses qui ressortent comme objectif du projet de territoire à venir, et donc comme conclusion de cet audit, c'est dans un premier temps redonner la confiance en fait envers les institutions. Voilà. L'enjeu je cite, l'enjeu c'est de redonner la légitimité aux élus de pouvoir mener des actions sur les territoires dont ils ont la gestion. Je cite de nouveau, il faut recréer la confiance avec l'État, il est complètement décrédibilisé. Donc c'est ce qu'on appelle un peu pacifier. Il y a
à travers un vocabulaire autour de l'innovation, de la durabilité, de l'identité du territoire, l'idée de co-construire un projet commun en mettant des gens tout à fait différents et qui politiquement différents, qui ont des intérêts différents autour de la table. Donc répondre à cette question-là, quoi, qui est un peu... Et qui, par la magie de la médiation, vont se mettre d'accord. Voilà, qui par la magie de la médiation vont se mettre d'accord. Donc c'est un peu... voilà, voir toute la conflictualité, tous les désaccords qu'il y a pu avoir, toutes les visions du monde qui se confrontaient, uniquement comme un problème technique qui va pouvoir être miraculeusement résolu à travers des projets, quoi, à travers une sorte de gestion de projet, quoi. Donc il y a ces choses qui ressortent, quoi. Et également, ce qui revient beaucoup, c'est ramener la paix dans la vallée, quoi. Ramener la paix dans la vallée. Et un des trucs qu'on a pointé et qui est vraiment problématique, selon nous, c'est qu'au même moment où donc tous les acteurs se réunissaient, étaient enquêtés, etc., en fait, donc le 25 octobre 2016, c'était les 2 ans de la commémoration de la mort de Rémi Fraisse, il y a eu une marche symbolique et commémorative dans la vallée de Sivins, organisée par des opposants. Et donc à ce moment-là, en fait, il y avait eu Philippe Jougla, qui est le président de la FDSEA du Tarn, et la mairesse de l'Île-sur-Tarn, l'adjointe au maire Pascal Puy-Basset, qui, avec un groupe d'agriculteurs énervés et d'individus plutôt proches de l'extrême droite, ont bloqué cette marche commémorative et en fait, un individu avait carrément donné des coups de couteau à une jeune opposante qui était présente. Et ça, donc, c'est d'un côté, on appelle à la paix dans les forums de concertation, et de l'autre, sur le terrain, on met de l'huile sur le feu. Et ces acteurs-là n'ont pas été, en fait, sortis de la démarche de projet de territoire, quoi. C'est des acteurs tout à fait fréquentables et légitimes. C'est la carotte et le bâton. Hein. C'est les milices qui ont œuvré sur le terrain pour faire évacuer les opposants, etc. Bon, Oui, c'est les mêmes. Dans cette audit patrimonial, là, pour moi, il y a des choses qui ressortent, qui sont à la fois un peu... c'est du langage d'aménageur, hein. Mais donc le territoire dont il est question, qui n'arrive pas vraiment à définir parce qu'apparemment il est indéfinissable, ce qui n'est pas inintéressant non plus, il a un charme discret, n'est-ce pas? Donc c'est pas un territoire exceptionnel, c'est rien de particulier, mais en même temps leur conclusion c'est que le territoire a des atouts que le projet de territoire peut valoriser. Hein. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance dans l'expertise et dans leur dans l'expertise des aménageurs qui vont, grâce à ce projet, faire quelque chose de ce territoire qui est discret. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir dans le projet de charte qui est en cours, voilà, le développement économique, ça revient parmi les premiers objectifs avec l'idée voilà, de valoriser, de créer un peu une identité territoriale nouvelle, c'est-à-dire que l'identité du territoire du Tescou, voilà, ça va surtout pas être cette histoire de projet de barrage, la lutte qu'il y a pu y avoir, les oppositions, tout ça, ça fait pas partie de l'identité du territoire, ça va être quelque chose de nouveau qui va être créé après coup, dans des réunions, dans des forums de discussion, donc valoriser à travers l'innovation une nouvelle identité, quoi, pour la valoriser d'un point de vue économique, quoi. Et voilà, parce que c'est ça, l'identité du territoire, c'est évidemment un développement économique, ça peut pas être autre chose. Et d'ailleurs, dans la charte, en fait, donc ça, la charte, c'est le fruit du projet de territoire qui n'a pas encore été signé, quoi, mais qui est sur lequel travaillent les participants au projet de territoire. On voit des choses tout à fait contradictoires qui s'y manifestent. Puis d'un côté, ils disent voilà, faut s'intéresser au tourisme d'affaires pour valoriser économiquement le territoire. De l'autre, ils disent oui, faut s'intéresser aux productions agricoles locales
et durable. À côté de ça, il faut s'intéresser au tourisme vert. À côté de ça, il faut s'intéresser aux énergies renouvelables. On a l'impression qu'un peu tout peut être bon pour tant qu'il peut y avoir une valorisation marchande de cet endroit, quoi. Donc, alors, les gens qui participent là à ce projet de territoire, on y retrouve tous les acteurs institutionnels, et puis, comme par hasard, le collectif du Testé se retrouve à la table avec la préfecture, le conseil général. Voilà, avec tous les acteurs qui ont porté de manière frontale, brutale, sans vergogne, le projet de barrage initial qui était Voilà, c'est la suite logique de ce qui s'était fait sentir dès le début, en fait. Voilà. C'est l'aboutissement. Et voilà, et les agriculteurs pro-barrage, qui faisaient partie pour certains des milices, les riverains qui tenaient des sites internet crapuleux proches de l'extrême droite, les associations du lobby pro-irrigation, mais donc le collectif Testé se satisfait tout de même qu'il y a une poignée de citoyens tirés au sort au sein de ces forums de discussion qui sont censés rendre la chose plus démocratique. Plus démocratique, bien. Alors, pour finir, parce que on va retomber sur nos pattes par rapport au nucléaire maintenant. Le cabinet qui est responsable de cette audit patrimoniale et de la méthode mise en œuvre, ils sont pas inconnus de nous. Cette méthode, elle est commercialisée par le cabinet de consultants Mutadis. Nous, on les connaît bien, mais vas-y, je crois que vous avez bien pointé dans votre article voilà, comment ces gens sévissent un peu partout dans le monde. Nous, on a essayé un peu de remonter à la source en se demandant qui s'occupe de ces méthodologies, qui assure, qui est un peu garant, quoi, qui s'occupe de mettre en œuvre et de gérer ces dispositifs un peu d'ingénierie sociale, quoi. Et donc en fait on est tombé sur un laboratoire qui s'appelle Adeprina, sur lequel on trouve pas grand chose sur internet, mais par contre lorsqu'on voit les gens qui travaillent dans ce laboratoire, on trouve les projets sur lesquels ils travaillent. Et donc en fait les projets sur lesquels ils travaillent, et donc en fait ces structures, donc en fait on a les mêmes personnes, les mêmes salariés qui travaillent dans ce laboratoire, dans la boîte de consultants Mutadis et dans un think tank qui s'appelle Sol et Civilisation. Donc c'est des structures qui sont proches, quoi, qui travaillent sur les mêmes projets. Et donc en fait ce qu'on a pu voir, c'est que ce qui était le plus frappant, c'est que ils ont travaillé donc sur un projet de réhabilitation des terres contaminées par l'accident nucléaire de Tchernobyl. Donc ça, on s'est dit, dis donc, ils sont pas inconnus, quoi, à travers le projet qui s'appelle Ethos. Ethos, oui, dont on parle très souvent ici, oui, voilà. Qu'on a bien décortiqué. Voilà. Ensuite, ils ont fait un guide de mobilisation des acteurs en cas d'accident nucléaire en Europe, c'est-à-dire mettre les gens autour de la table pour voir que faire, comment bien se comporter, comment gérer la catastrophe. Ça, c'est le projet Euranos. Voilà. Également, ils sont intervenus. Ça, c'est les trucs vraiment les plus scandaleux, quoi. Qui dépolitisent, etc. En Guyane, en Martinique, pardon, il y a eu un scandale de pollution à un pesticide organochloré, dans les bananeraies, qui cause des cancers de la prostate et des naissances prématurées. Et donc, ils ont mis en place, à travers la même méthodologie, un projet de développement durable, entre guillemets, voilà, qui invite un peu les populations à bien vivre, voire à vivre mieux, toujours entre guillemets, oui, malgré la présence, ou la rémanence dans l'environnement de ce pesticide. Voilà. Oui, c'est toujours le vivre mieux en territoire pollué, contaminé, aménagé. Voilà. Et nous, un des personnages en fait qui nous a intéressés, en fait, puisqu'il fait le lien entre différentes luttes territoriales qui ont lieu actuellement
en France. Donc c'est le président de Mutadis, qui s'appelle Gilles Riard-Dubreuil, Oui. qui est fondateur d'un mouvement environnementaliste qui s'appelle Écologie humaine, mais aux valeurs de droite, quoi, une vision de droite de l'écologie, quoi. Ce mouvement est proche de la Manif pour tous, mais sinon lui, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il a vraiment, il a fait des thèses, il a théorisé un peu ces nouvelles méthodes de concertation. Donc notamment avec le projet européen qui s'appelle COAM, il travaille sur l'implantation des projets d'enfouissement des déchets nucléaires, c'est-à-dire comment impliquer les populations, voilà, dans le processus de décision et de conception pour faire accepter les projets, en fait. Et il a travaillé également récemment sur l'implantation durable d'un centre de vacances Center Parks dans le Jura. Voilà. Après l'échec de Roibon, où il y a actuellement une ZAD, quoi, un territoire occupé avec des gens qui habitent, qui font de l'agriculture, qui font de la menuiserie et de la charpente. Là, ils se sont dit, ben non, on va quand même continuer à faire du tourisme de masse et à déforester, mais cette fois-ci, on va le faire de manière durable grâce à l'expertise d'experts de la concertation et de la participation citoyenne, quoi. Et donc voilà, on pense que pointer des personnes comme lui, quoi, qui à la fois est théoricien, à la fois il fait du business autour de ça, ça peut être utile un peu pour faire tomber les masques, quoi. Oui, mais on essaye depuis un petit moment, on le connaît bien ici, et on a rappelé à de nombreuses reprises également qu'il fait partie d'un collectif, d'une association qui a été créée par Madame Rivasi, Madame Lepage, qui s'appelle Nuclear Transparency Watch. Voilà, au niveau européen, qui regroupe les acteurs de la société civile pour faire plus de transparence sur les activités nucléaires. Bien, écoute, c'était très instructif. Leur constat, je voudrais quand même... leur constat à eux, parce vous avez pointé dans l'article aussi un projet de recherche qui s'appelle TrustNet. Alors je suis allée regarder un petit peu. C'est les mêmes acteurs, hein. Et donc ils expliquent que leur constat, c'est... alors il y a des activités porteuses de risques, hein, c'est la gestion du risque ou d'impact pour l'homme ou l'environnement. Et alors je les cite, la vie quotidienne des citoyens en est ainsi profondément affectée par des décisions qui sont prises au nom d'enjeux et d'intérêts à la définition desquels ils ne sont pas directement associés. Cette situation est à l'origine d'un sentiment de frustration et d'impuissance des citoyens vis-à-vis de leur avenir comme vis-à-vis de la démocratie. Elle est à la source d'une méfiance grandissante à l'égard de la globalisation économique comme de la construction européenne et d'une façon générale à l'égard des institutions publiques. Mais je pense qu'ils ont bien raison. Le constat est bon, la réponse est mauvaise. Ouais, non, mais effectivement. Voilà, donc comment on part d'un constat sur... mais c'est dans l'audit patrimonial aussi, ça, hein, l'évolution économique à laquelle on ne peut pas échapper et sur laquelle il ne faut surtout pas se poser de questions. Oui, et on voit, enfin, notamment voilà, dans la charte qui va bientôt être signée à Sivins, parmi les premiers articles consensuels, il y a, voilà, première chose, préalable à la signature de la charte, à tous les acteurs, le respect des institutions démocratiques, de la souveraineté locale et générale des autorités. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, voilà, volonté de diversifier les activités du territoire pour le développement économique, quoi. Donc c'est enfin tout ça pour retomber un peu sur nos pattes, c'est-à-dire ne pas remettre en cause le fonctionnement de la démocratie représentative et continuer le développement économique, en fait. Voilà, et tout ça pour ça. Et entre-temps, il y a eu un mort. Ah voilà. Oui, je voulais quand même dire que dans l'audit patrimonial, ça c'était pour moi extrêmement choquant. Voilà, premier commentaire, c'était sur le constat, hein, un constat entre les acteurs là, qui participaient à l'audit. La mort de Rémi Fraisse, un drame dont personne parmi les audités ne remet en cause le caractère accidentel.
c'est au moins une base de discussion. Ouais, bon. Voilà. Pas de commentaires. Sans commentaire, oui. Donc, voilà, mais je recommande à tous nos auditeurs et auditrices la lecture, la saine lecture des articles, des textes contestés ou co-gérés, et après les pyromanes, les pompiers. Tu peux nous dire où on peut trouver ça sur le net ? Est-ce que vous avez en capacité de le mettre en ligne sur votre Oui, on peut. site ? Voilà. Oui, on peut. On va mettre ça sur. Voilà, ça va. Ok, on va faire ça. Merci. Et puis merci Sidi à la technique. Et puis on se retrouve dans 15 jours ou pas. C'est Noël, peut-être au mois de janvier, pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. À bientôt.